Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux désormais devenir une couche. Je suis sûre que tu en mourrais d'envie en rejoignant la communauté du podcast sur Patreon. Le concept, tu choisis un niveau d'abonnement mensuel allant de la couche de chocolat à la couche de vibranium et tu auras accès à plein de contreparties en fonction de ton choix. Alors vite, rejoins-nous sur patreon.com/première couche. Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N et première couche sans accent et tout attaché. Et maintenant, l'épisode. Devenir mère. Que de mots simples pour parler d'un phénomène qui change tout dans nos vies. On pourrait facilement dire que la naissance d'une mère arrive systématiquement à la naissance de l'enfant, mais il n'y aurait rien de plus faux. Bien sûr, parfois c'est le cas, mais il y a aussi toutes ces mères qui naissent avant même la conception, pendant la grossesse ou encore quelques jours, quelques mois, voire quelques années après la naissance. C'est un chemin propre à chacune. Et c'est surtout un chemin qui est très loin d'être une ligne droite entre nos projections et la réalité. Morgane a eu une très bonne idée en proposant d'enregistrer en 2 fois, pendant sa grossesse et après la naissance. C'est irrésumable, car aujourd'hui ce que je te propose c'est un récit au cœur du cheminement d'une femme qui devient mère, ponctué des ajouts de sa fille, puisqu'après tout, c'est aussi son histoire à elle. Bonne écoute. Salut Morgane. Salut Manon. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cet épisode un petit peu spécial dans sa construction, on va dire. Alors avec plaisir. Alors, entrons direct dans le vif du sujet. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Morgane et tu as l'honneur d'interviewer une Suissesse. Ouais. C'est ma première fois en Suisse. Ah oui. Oui, alors c'était la première interview mais est-ce que ton épisode sortira avant une autre Suissesse que je dois interviewer ? Je ne sais pas. Trop bien. C'est trop bien d'avoir des gens de partout. Ouais, c'est clair. Et puis, je sais pas s'il y a autre chose à dire. J'ai 28 ans. Je pense que c'est intéressant. Et femme au foyer depuis un moment. J'ai dû arrêter le travail parce que ça devenait trop compliqué avec... j'ai une maladie inflammatoire. Donc, du coup, je reste à la maison et je m'occupe de la maison. Ouais, donc c'est pas trop par choix, mais ça te plaît quand même ? Oui. J'ai vraiment eu besoin de ça. Maintenant, j'avoue, je pourrais retravailler un petit pourcentage, mais j'attendrai que l'enfant naisse déjà et soit plus grand. Oui, je comprends, ça marche. Alors dis-moi, avant de parler de ton futur enfant, comment as-tu rencontré ton mari ? Alors, c'est une très jolie histoire. À la base, quand j'étais ado, j'ai rejoint une troupe de théâtre amateur. Il était là, mais pour moi, c'était vraiment un pote en fait. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque m'être dit qu'un mec comme ça, c'est pas pour moi parce qu'il est trop bien pour moi. Et puis, un mec comme lui s'intéresserait jamais à une nana comme moi. J'avais une estime de moi qui était. À l'époque, ado, j'étais dépressive. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Ouais, râlez pas crête. Ah ouais, l'adolescence typique quoi, enfin Oui, c'est cliché pas faux. de film, ouais voilà. Et du coup, c'était un ami pendant très longtemps, je crois pendant 5 ans, on est restés amis, et puis moi j'ai fait ma vie de mon côté, j'ai enchaîné un peu les copains parce que j'avais un problème d'attachement, on va dire, j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et puis un jour, j'ai une amie, en fait, je fréquente une église et j'ai eu une amie dans cette église qui m'a dit, mais écoute Morgane, ça serait peut-être bien si pendant une année, tu t'arrêtes de fréquenter des gens et tu te concentres sur toi, qui tu es et tout ça pour apprendre à être bien seule en fait. Et c'est pendant cette année où tout d'un coup j'ai eu la révélation que peut-être qu'en fait l'homme de ma vie il est peut-être sous mon nez depuis un moment.
que il fallait que j'arrête de chercher des gens que je connais pas et puis fonctionner au coup de foudre en fait parce que en tout cas avec moi ça fonctionnait pas. Et du coup je lui ai dit, mais même si c'est réciproque je veux pas le savoir tout de suite parce que j'ai vraiment besoin de tenir cette année célibataire donc si c'est réciproque bah faudra attendre. C'est un peu de la torture quand même. Bah en fait oui, mais moi sur le coup c'était tellement fort que je pouvais pas ne pas le dire parce que j'avais l'impression que ça se voyait tellement que je l'aimais que si je disais rien j'avais l'impression de mentir en fait. Parce qu'on continuait de Ouais. se voir en tant qu'amis et puis en fait bah, il s'avère que c'était réciproque. Donc il m'a attendu. Et il a attendu toute l'année pour te le dire? Non, 6 mois parce que c'est bah, les 6 premiers mois de cette année bah, je m'étais vraiment concentrée sur moi puis après c'est au bout de 6 mois que j'ai réalisé en fait que je l'aimais. C'est beau. Ouais. Donc voilà. Toi, tu as une particularité, tu as une maladie. Ah oui, Euh, comment on dit? Psychique, psychologique? si on peut, ouais, une maladie psy. Psy. Les, Ça les- marche, psy. ouais, mais des fois c'est ouais, je sais jamais. Moi, j'aime bien dire un trouble psy plutôt, D'accord, maladie, un mais ça, trouble psy. ça dépend vraiment des gens. Mais oui, en fait, ce problème que j'avais d'attachement, c'était vraiment lié. J'ai été diagnostiquée avec un trouble borderline. Ça, c'est grâce à mon burn-out en fait, parce que quand on fait un burn-out, ben, on va voir un psy. Et là, ils ont trouvé qu'il y avait ça et ça Oui. explique pourquoi j'enchaînais vraiment les mecs parce qu'une des particularités du trouble borderline, c'est la peur d'être seul, la peur de l'abandon et les troubles de l'attachement, enfin de l'attachement. Et c'est qu'on s'attache très vite à des gens et puis on peut pas être seul en fait. Hmm, d'accord. Et ça Et expliquait ouais, pourquoi j'enchaînais les garçons, puis que j'étais jamais seule et tout ça, puis pourquoi j'enchaînais des relations qui étaient pas toujours, enfin qui étaient même des fois carrément toxiques quoi. ouais. Et ça implique quoi dans ta vie quotidienne, ce trouble? Alors À part aujourd'hui, ça. plus grand-chose. Tant mieux. Parce que j'ai aussi appris récemment que le trouble borderline, c'est un trouble qui s'estompe avec l'âge. Et souvent, c'est à partir de 25 ans que ça commence à s'estomper. Et moi, je pense clairement d'avoir rencontré bah, mon mari, d'avoir eu quelqu'un qui est vraiment safe, en fait. Ça a beaucoup aidé. Donc aujourd'hui, à part des périodes, en fait, où je suis moins bien, ça implique plus grand-chose. Puis comme je connais, puis que je me connais bien, je sais que quand je vais moins bien, puis que je suis une période un peu plus down ou noire, bah, je sais que c'est ça, et puis j'attends que ça passe en fait. Et à l'époque, c'était très très D'accord. compliqué. Ça impliquait des relations impulsives. J'avais des amis que j'aimais énormément, j'idéalisais les gens, et puis dès qu'ils faisaient un truc de travers, je voulais plus les voir. Donc j'étais très Ah oui, isolée en fait. ouais. Très compliqué. Oui, c'est vraiment au niveau relationnel avec les gens que ça complique tout. Et ben, je suis très contente qu'aujourd'hui ça aille mieux parce que je me dis aussi en tant que parent, Je c'est comprends. dur. Oui, bah oui, oui. C'est ce que je me demandais si ça avait potentiellement des impacts sur aussi les relations avec les enfants, mais du Alors coup, ça peut. Pour certaines personnes, j'ai une copine qui l'est aussi et ça peut parce que la gestion des émotions est très compliquée. Donc du coup, un enfant, ça nous rejette à la figure nos propres émotions. Donc ça, du coup, c'est quand de clair. base, on a de la peine à gérer les émotions et puis que c'est quelque chose qui peut faire peur, ça peut être très problématique. Donc on verra, hein, peut-être que chez moi, ça va faire remonter des choses, j'en sais rien. Mais pendant la Non, grossesse et tout je te le ça, je souhaite trouve que... pas. Ouais. Justement, en parlant d'enfants, quand et comment est venu le sujet des enfants avec ton mari? Alors tout de suite, Ah en oui? fait, quand on a décidé de se fréquenter, en fait, ça s'est fait de manière très presque protocolaire. En fait, il n'y a pas eu de drague ou quoi que ce soit, puisqu'on savait les deux qu'on s'aimait, en fait. Un soir, on est allé boire un verre, et puis on a dit, bon, ben, on fait quoi? Parce que les deux, on était d'accord sur le fait que si on commençait une fréquentation, c'est dans une perspective de mariage, de fonder une famille, parce qu'on ne voulait pas juste se fréquenter pour se fréquenter, quoi. Du coup, comme pour moi, avoir des enfants, c'était une condition non négociable, ben en fait, je lui ai posé la question tout de suite. J'ai fait, écoute, si est-ce que toi, dans un avenir plus ou moins proche, tu dois avoir des enfants? Il m'avait dit non.
je pense qu'on aurait... Non, je pense pas, j'en suis sûre, j'aurais pas commencé une relation. Hmm. Du Ouais, coup, bah, c'était important pour toi. Enfin, ah oui, c'était primordial. ça faisait partie des impératifs. Et Hmm. puis ben Ok. lui, il m'a dit que c'était que oui aussi, que lui pour lui c'était aussi, il voulait aussi des enfants. Donc du coup, on savait, on en voulait les deux. Ok, et du coup, vous lancez les essais rapidement ou vous attendez quand même un petit peu Non, avant? non, on a quand même attendu. Ben nous, on voulait se marier d'abord. Et puis après le mariage, on n'a pas lancé tout de suite les essais parce que j'ai déménagé chez lui, puis c'était un tout petit appartement, ça aurait pas été un moment hyper opportun, alors on a attendu un petit moment quand même avant de commencer les essais. Et je pense que lui, il en avait besoin. Il trouvait toujours une excuse pour dire ah c'est pas le moment, mais ça c'est un peu. Puis il a fallu que le chemin se fasse, qu'il se rende compte que si on attend le bon moment, on le fait jamais. C'est Et clair. Il n'y a jamais de moment parfait pour faire un enfant. c'est ça. Donc ouais, on s'est fréquenté une année, on s'est marié une année après. Et puis on s'est marié en mars 2019 et puis en janvier 2020, j'ai arrêté la pilule. D'accord, donc là, tu es enceinte aujourd'hui. Euh, Ça n'a pas fonctionné très vite. Non, non. euh, En fait, on a essayé pendant une année. Du coup, ça voulait pas. Après, en 2021, on a commencé à suivre, aller chez un spécialiste de la fertilité. Puis le cycle irrégulier, c'est horrible parce que du coup, moi, j'ai fait des tests quasi tous les mois en fait, parce que Hmm. je savais pas si c'était un retard ou pas, et j'en sais. Bah oui, du coup. Donc, oui. Ça coûte cher en plus les tests de grossesse. Je pense que j'aurais pu en acheter des pas chers, mais j'allais à la pharmacie en face et puis les tests en pharmacie c'est cher. Enfin, voilà ma foi. Tous les mois, un test en pharmacie. Ah oui, effectivement, ça a dû te Et puis coûter. il y a même un moment, j'avais acheté des tests d'ovulation, puis celui qu'on trouve en pharmacie, il est 80 francs. C'est genre, et j'ai fait ça 2 mois. Après, je me suis dit, non, mais je vais pas dépenser 80 balles par mois pour savoir quand j'ovule. Enfin, je veux dire, c'est indécent au bout d'un moment. Alors, ça fait quoi, ça, en euros? Je sais plus dans Faut que je quel regarde. sens, si c'est à 1,20 ou... Mais je sais jamais si en euros ça fait un peu plus ou un peu moins. Mais je crois que ça fait un peu moins en euros. Mais pas Attends, je grand-chose. regarde en même temps. 77, 68 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Ça fait cher le test d'ovulation. Oui. Après, c'est des trucs hyper, hyper complets, high-tech et tout. Mais ouais. Ouais, enfin, tous les mois. Ouais, non, non, non. Je Après, de connaissais nouveau... les petites bandes que t'achetais en lot, tout ça, mais Oui, mais c'est ça, en fait, j'aurais dû acheter ça, hein, parce que ça, sur Internet, bon, ça reste toujours un peu plus cher en Suisse qu'en France, toujours, mais c'est quand même moins cher. Après, c'est qu'ils testent qu'une hormone, ces petites bandes, alors que là, ça teste 2 hormones, et puis ça nous montre si on est hyper fertile ou juste un peu, enfin, ok. D'accord, je connaissais pas du tout. c'est... Bon, j'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, avec le recul, je me dis que je trouve ça triste que les pharmacies vendent que ça. Je me demande si ça joue presque... Enfin, je pense pas que c'est fait exprès, mais ça joue presque un peu sur la détresse, en fait. Enfin... Parce qu'on a envie de tester tout de suite si on est fertile et on n'a pas envie de commander sur Internet, devoir attendre qu'ils arrivent. Enfin, ouais, donc je sais Ouais. pas. Il y avait un peu cette mentalité de j'ai besoin de savoir tout de suite, quoi. Puis, Ouais, c'est compliqué. Ouais, je saurais pas. Là, je saurais pas émettre un avis sur cette question-là, j'avoue. et puis, ils nous aident pas trop en pharmacie. Bah, je suis allée, puis j'ai demandé conseil, mais elle était genre pas du tout plus au courant que moi, en fait. Donc, bon. Puis après, bah, vu qu'on a commencé les trucs d'infertilité et tout, bah, j'ai remis ça entre les mains du médecin. Et puis, je Hmm. me suis dit, maintenant, j'enlève ça de ma tête, je le laisse gérer. Enfin, j'enlève ça de ma tête. On se comprend, hein. On y Oui, pense quand même oui. chaque mois, on y pense à chaque fois. Voilà, le Donc, c'est fa- quoi? Qu'est-ce qui vous a dit le médecin? Donc, il y avait ce souci du côté de ton mari. Toi, tu as tes cycles irréguliers. Vous avez commencé des examens. Vous avez commencé des protocoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, bah, lui, il a dû faire des spermogrammes. Donc on a trouvé que c'était qu'ils n'en avaient pas assez. Et ils n'étaient pas assez vigoustes en fait. Parce qu'il y a 3 facteurs. Puis il y en avait 2 qui étaient un peu déficients. Et du coup, bah, après, bah, il a dû faire aussi des tests pour voir si c'était pas lié à des tumeurs, des trucs comme ça. Alors heureusement non.
Et puis l'étape qui aurait dû arriver, c'était une insémination, quoi. Prendre ces spermatozoïdes, prendre les meilleurs et puis les mettre un peu plus haut dans le col Hmm. pendant que j'ovulais, en fait. Donc c'était, on va dire, c'est la première étape, en fait, pour les personnes qui ont de la peine à avoir des enfants, en fait. Ouais, de PMA. Ouais, je sais pas on peut déjà appeler ça une PMA, en fait. Ça, je sais pas s'il y a un stade à partir du moment Si, là. je crois que c'est aussi de la PMA parce que c'est PMA, c'est procréation médicalement assistée, donc t'es médicalement assisté quand tu fais une insémination. Oui, c'est vrai. Oui, donc oui, alors on allait en fait, je crois qu'en juillet 2020, 21 du coup, on avait fixé le rendez-vous pour janvier 2022 pour faire l'insémination en fait. D'accord. Et tu dis aurait, ça veut dire que Voilà. c'est pas ce qui s'est passé. Non, ça n'a jamais eu lieu parce que en mi-août, mi-août je le savais pas, mais du coup je suis tombée enceinte le mois d'après. Ah oui? Alors je sais pas. Naturellement donc. Oui, alors, je pense qu'il y a une part de, comme la date était fixée, il y a peut-être une part de soulagement, de lâcher prise qui aide. En tout cas, le gynécologue qui s'occupait de nous dit que c'est hyper courant quand ça arrive comme ça. Il explique aussi que quand on fait, parce que même si on sait que le problème il vient de l'homme, la femme elle doit aussi faire plein de tests pour voir, mettre toutes les chances de notre côté. Puis j'ai dû faire je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand on met un liquide de contraste dans l'utérus et les trompes pour voir si c'est pas bouché ni rien. Une hystérosalpingographie, je crois que je le dis bien, Exactement, mais je suis pas sûre. c'est ça, Oui, c'est vrai, j'ai entendu dire qu'il y avait 30% de chances de tomber enceinte dans les 6 mois c'est ça, après cet examen. c'est exactement ça. Et puis, un truc que je ne savais pas, parce que on lit jamais les petites notices quand on achète des produits en général. Et en fait, quand on utilise du lubrifiant, ça peut ralentir les spermatozoïdes et ça peut empêcher de tomber enceinte en fait. Enfin, c'est pas du tout utilisable comme contraceptif, on est d'accord, hein, Oui. mais ça les Mm. ralentit. Et donc je me dis, si de base les spermatozoïdes sont déjà un petit peu déficients, à mon avis, ça n'aide pas. Ah, mais Et c'est puis bon à savoir ça. voilà. Enfin, ça, c'est un truc, on ne le dit pas. Et alors, c'est noté en tout petit sur le flacon, mais bon, personne ne lit, les textes sont tout petits. C'est clair. Donc voilà. Et cette fois-là, pour une fois, j'ai pas eu besoin d'utiliser de lubrifiant. Et puis, ça a marché. Donc, je me dis, je pense que tout ça mis ensemble, c'était le bon cocktail, en fait. Ouais. Et puis, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? du coup, Comme, comme chaque mois autour du 30, parce que j'ai un cycle entre 30 et 32 jours. Donc c'est pratique niveau date parce que je sais que tous les fins de mois, mes règles doivent arriver à peu près. Ça se décale pas de mois en mois du coup. Mais par contre, à chaque fois, à 29 jours ou à 30 jours, je faisais un test. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que cette fois-là, c'était la première fois où je me filmais parce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait se filmer à chaque fois qu'elle faisait un test pour pouvoir capter le moment, le jour où c'était positif. Puis je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer à filmer comme ça, le jour où, j'aurai un souvenir. Et du coup, Donc tu l'as. oui, je l'ai, mais du coup, C'est c'est rigolo parce ça. que quand je regarde, je fais le test comme d'hab en fait. Mais cette fois, j'avais un espoir, mais je l'ai voulu le taire parce qu'à chaque fois, on se fait des idées, on se dit, ah tiens, c'est bizarre, j'ai eu une fois mal au sein ce mois-là, donc peut-être que. Et puis on est déçu après quand le test est négatif, donc à chaque fois, j'essaie de taire mes espoirs. Mais là, il y a eu deux, trois signes. Normalement, j'ai toujours un SPM, je suis toujours hyper déprimée quelques semaines, une semaine avant mes règles, et une libido qui est dans les chaussettes, et là, c'était pas le cas. Donc je me dis, tiens, ça c'est quand même bizarre. Enfin. Je veux dire, je me connais, normalement je suis au fond du trou, en envie de mourir parce que mes règles vont arriver. Et là, pas. Mais voilà, j'avais pas envie de me faire trop d'espoir non plus parce que Ouais, je je voulais pas être comprends. déçue. Du coup, quand je regarde ce test, le trait il est tellement fin
il est tellement pâle que j'y crois pas. Et du coup, on me voit sans aucune réaction dans la vidéo. En fait, j'explose pas de joie ni rien. Parce que je comprends pas, en fait. Moi, j'avais ces images quand on regarde des vidéos d'annonces de grossesse. Le test, il est toujours bien voyant et tout. Et j'étais là, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça existe, les faux positifs? Est-ce qu'il y a une erreur? Enfin, Souvent, quand c'est positif, c'est que c'est positif. Même voilà, bah, pas c'est ce beaucoup que j'ai après. lu. Parce qu'évidemment, j'ai passé un quart d'heure sur tous les forums d'Internet qui existaient pour savoir. Et puis, j'ai aussi appelé une copine qui est passée par là avant moi. Ils m'ont tous dit ça, ils m'ont tous dit non, normalement, quand c'est positif, c'est que ça l'est. Du coup, je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute, bon, réjouis-toi pas trop. Je crois que... Prudente, toujours. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, j'ai appelé ma médecin, puis en fait, ma médecin généraliste, elle savait que j'étais aussi que je voulais enfin, qu'on voulait un enfant et puis que ça venait pas. Donc, elle est hyper compréhensive. Enfin, déjà, elle est géniale. J'ai une médecin en or, elle est fantastique. Puis du coup, elle me dit, bah écoutez, venez et on fait une prise de sang. Enfin, oh, je vais pas vous faire attendre. Parce que moi, c'était exclu que j'attende 2 jours pour refaire un test. Enfin, je veux dire. Et du coup, le matin même, en fin de matinée, j'ai fait la prise de sang. Et puis, ils m'ont dit au laboratoire, bah rappelez à 16h30 pour avoir les résultats. Et à 16h, c'est mon médecin qui m'appelle. Donc là, je me suis dit, bon, pour que ce soit elle qui m'appelle, c'est que... Enfin voilà, donc j'avais déjà le smile en répondant. Et, elle me fait, bon, vous êtes assise? Alors là, c'est bon pour moi. Puis elle me dit, félicitations, vous êtes enceinte. Et là, bah, je pleure. Là, à ce moment-là, je pleure. Je suis là, oh, trop bien. C'est chouette parce que comme elle savait que j'étais enfin, qu'on voulait un enfant, elle s'est réjouie avec moi, en fait. C'est trop chouette, ouais. Ouais, Ouais, c'est vraiment chouette. C'est aussi très joli comme histoire. ouais. Et bah, mon mari savait que je devais avoir un appel à peu près là. Donc, il m'a demandé par message parce qu'il était au travail. Et bon, bah, je lui ai répondu par message. Du coup, il me disait, c'était drôle parce que quand il est sorti du travail, il a dit les gens, ils le regardaient bizarre parce qu'en fait, il se baladait dans la rue avec un immense sourire. Donc les gens, ils voyaient un grand gaillard avec un sourire un peu niais sur le visage qui se balade comme ça. Du coup, Ah, c'est... J'imagine bien la scène, ouais. ouais, du coup, c'était assez mignon en fait. Ouais, au final, c'était pas une annonce en grande pompe, mais c'était tout mignon. Ouais. Et ça, c'était quand? Alors c'était, bah du coup, fin août de l'année passée. Fin août 2021. Donc là, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 7 mois. Tu en es à 7 mois. J'en suis à 33 semaines et quelques jours, à peu près. D'accord, donc bien avancé. Il était temps qu'on enregistre. Et alors, euh, comment ça se passe physiquement et psychologiquement ton premier trimestre? Le premier trimestre, ça a été très dur parce que j'ai eu des nausées. J'ai vomi un petit peu, mais ça allait encore, mais c'était vraiment les nausées. Et ça, c'était dur. Vraiment, j'étais épuisée et j'ai perdu beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, quand j'entends d'autres récits, je me dis non, j'ai pas perdu tant que ça en fait. Mais je suis j'ai déjà pas beaucoup de poids et j'en ai encore perdu. Et puis, ouais, j'étais épuisée quoi. C'était vraiment dur. Mais après, psychologiquement, en fait, c'est compliqué parce que quand le physique va mal, bah, psychologiquement, on n'est pas bien, mais c'est à cause du Oui. physique, mais pas à cause du moral. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je Mm. veux dire. Oui, oui, je vois bien. Ça Oui, mais c'est te- sûr qu'avoir des nausées toute la journée, et à un moment donné, c'est usant, hein. Ouais. Puis C'est fatigant. je me souviens, dans notre couple, on a décidé que c'était mon mari qui cuisinait. Et du coup, comme j'étais pas bien, il me cuisinait plein de plats différents pour espérer qu'il y en ait au moins un que je puisse manger. C'était trop chou. Sauf que du coup, j'arrivais à manger, genre, pendant une période, je pouvais manger que des œufs. Puis je me suis dit, bah c'est bien parce qu'au moins dans les œufs, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, depuis ce moment-là, maintenant, je n'arrive plus à manger un œuf cru en fait. Ça me dégoûte.
Cuit, mais Oui, nature, je voulais dire. Non, parce que cru, j'ai oui. pas le droit. Oui, oui, d'accord, ok, ça marche. Ah oui, ça t'a dégoûté à force d'en Ouais, manger? ouais, c'est impressionnant en fait. C'est parce que La je pouvais saucisse à nausée. vraiment. Ça a été le cas avec certains aliments. Maintenant, ça va mieux. Il y a les patates aussi nature que ça coince un peu alors que j'adorais ça avant. Vraiment, comme c'était les seuls aliments que j'arrivais à manger pendant les nausées, ben maintenant mon corps il a dit bah non en fait. Je veux plus de ça, je veux plus de nausée. Oui, c'est Mais alors, ça. du coup, ça veut dire que ça s'est calmé. À un moment Oui. donné, t'as eu le fameux regain du deuxième trimestre? Alors, non. Euh, on a réalisé que les nausées étaient surtout dues à une des médicaments qu'on doit prendre, des vitamines qu'on doit prendre au premier trimestre. Il y a plusieurs trucs qu'il faut prendre. Il y a l'acide Qu'est-ce folique, après il y a d'autres qui choses est... aussi. Ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce qui est... C'est quoi les recommandations en Suisse? Alors, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a les recommandations alimentaires, mais je crois que c'est à peu près les mêmes. Donc, rien de cru, quasi. Euh, pas de fromage à pâte molle, sauf si c'est pasteurisé. Après, je sais que en Suisse, ils sont très rigoureux au niveau alimentaire, enfin dans le commerce. Donc, si je prends par exemple du brie que j'achète au supermarché, vraiment pas de risque parce qu'ils sont hyper rigoureux niveau normes d'hygiène. Mais par Hmm. contre, je pourrais pas manger un brie du fermier du coin, quoi, parce que là, bah, les normes ne sont pas les mêmes forcément. Donc, il y a surtout ces restrictions alimentaires là. Et puis après, ben, il y a l'acide folique qu'il faut prendre à partir du moment où on a envie d'avoir un enfant jusqu'à, je sais plus, parce que moi je l'ai jamais vraiment, j'ai pas été très rigoureuse à ce niveau-là. Après, il y a plein de choses qui sont conseillées, mais il y a quasi rien d'obligatoire. J'ai remarqué, ben, Oui. par exemple, il y a 3 échographies qui sont remboursées par l'assurance. Elles sont pas obligatoires, on peut très bien ne pas les faire du tout. On peut très bien ne pas du tout aller chez le gynéco toute la grossesse, puis d'accoucher toute seule à la maison. Ah oui, il n'y a aucune écho d'obligatoire. C'est vraiment... et ben, je trouve ça chouette en fait, parce qu'il y a un côté où on a décidé que j'accoucherais à la maison. Puis du coup, j'ai posé la question à la sage-femme. Je sais, ben, par exemple en France, si, un exemple, une grossesse gémellaire, c'est interdit, on peut pas accoucher à la maison. Enfin, si je me trompe pas. J'avoue, sûrement, mais je sais pas. Et puis, Mais oui, ça me paraît dans la logique je vais pas y arriver. politique. Oui, c'est ça, voilà, merci. Des politiques là-dessus, mais en même temps, alors je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, l'accouchement à domicile, c'est très peu développé, Oui, donc. bah, c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai vu à quel point des sages-femmes se battaient pour leurs droits, puis des femmes se battent pour avoir le droit d'accoucher à la maison. Je me dis, mais en Suisse, on est assez tranquille parce que moi, je lui ai demandé, elle m'a dit, ma sage-femme, récemment, elle a accouché à domicile une femme qui avait un bébé en siège et puis ça s'est bien passé en fait. Donc, il y a des recommandations, mais ça, c'est très suisse, hein. On interdit très peu de choses, on recommande beaucoup. La plupart du temps, comme on est des bons petits citoyens bien gentils, on écoute les recommandations, mais on est quand même libre de ne pas le faire. Pourquoi vous avez choisi un accouchement à domicile? Ah, oui, et parce que, alors à la base, c'était pour une mauvaise raison. Parce que avant même d'être enceinte, je m'étais renseignée sur l'éducation bienveillante, positive, etc., etc. Et c'est fou comme quand on n'est pas parent, on arrive à avoir des principes et des jugements sur les autres. Et Ah, j'étais ça. convaincue. Ouais, non, mais c'est terrible quand je repense à ce que j'ai pu penser des parents à l'époque, mais je me mettrais des claques, quoi, vraiment. Parce que j'étais convaincue que, mais vraiment le dogme à fond la caisse, quoi, que faut jamais crier, que faut jamais punir et tout, puis que moi, mes enfants, je les éduquerai comme ça et tout ça. Et donc, dans cette continuité, il y a le côté l'hôpital, c'est le mal absolu, quoi.
il saccage l'hôpital est là pour saccager nos accouchements et tout. Et donc pour moi c'était exclu d'accoucher à l'hôpital. J'avais peur. Puis après bon j'ai aussi un vécu. J'ai eu des violences gynécologiques et puis et voilà j'avais très peur en fait. Et à la base mon choix était motivé par la peur de l'hôpital en fait. Donc, même, j'imagine, c'était pendant que vous attendiez que, que, que ça marche, que tu as dû te renseigner là-dedans, ou c'était encore avant? Même avant. En fait, il faut savoir que depuis ado, moi, je savais que je voulais être maman. C'était vraiment un but dans ma vie, en fait. Vraiment. Et du coup, bah, et tout ce qui était autour de l'éducation, ça me passionnait. Donc, déjà, adolescente, je me renseignais sur l'éducation et tout ça. Donc, en fait, j'ai toujours pensé, j'éduquerai mes enfants dans la bienveillance, même à 18 ans, enfin, tout le temps, en fait. Ça a toujours été Ah comme oui, ça. ok. Et puis, il a fallu que, bah déjà, j'ai une copine qui, avec son premier enfant, qui était là-dedans, et en fait, ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, avec son enfant, ça a été très compliqué. Alors, c'est pas à cause de cette éducation-là, parce qu'il y a eu des problèmes à la base, mais ça n'a pas aidé. Et alors, moi, premier réflexe, ça a été de juger, hein, que forcément, elle faisait mal, que c'était elle le problème. Puis évidemment, c'est la maman le problème, hein, jamais le papa. Toujours. Enfin, voilà. Toujours. Alors, c'est rigolo parce depuis, c'est devenu ma meilleure amie, mais à l'époque, je l'ai Oui, tellement jugée, j'imagine enfin, que... c'est horrible, quoi. Et puis, mais ça m'a. Enfin, au bout d'un moment, je me suis quand même questionnée, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que c'est censé être une recette qui fait que ça marche. Puis ça marche pas, donc c'est quand même bizarre. Et puis après, sur Instagram, je suis tombée sur des comptes de debunk là-dessus, et puis sur un peu tout, en fait, tout ce qui est fake made en général, tout ce qui est dogmatique au niveau de l'éducation. Et puis l'algorithme Instagram, à ce niveau-là, aide, c'est-à-dire que je suis tombée une fois sur un compte qui expliquait les limites de l'éducation bienveillante, qui m'en a fait découvrir un autre, etc. Et puis, je suis quand même quelqu'un, enfin, je veux dire, j'ai une maman enseignante, un papa qui est scientifique, donc j'ai quand même une éducation basée sur les preuves, enfin, scientifiques et tout ça, un esprit critique. Donc, au bout d'un moment, je me dis, non, il y a un bug qui est dans la matrice, quoi. C'est pas, il y a un problème quelque part. Et effectivement, ben, heureusement, en fait, avant, je pense pendant la grossesse, en fait, j'ai complètement mis de côté tout ça. J'ai simplement réalisé qu'il y a beaucoup de choses dans la parenté bienveillante qui me parlent, mais pas parce que c'est idéaliste, pas parce que c'est dogmatique, mais juste parce que ça me correspond. Et du coup, aujourd'hui, je peux affirmer que si je veux accoucher à la maison, c'est plus par peur de l'hôpital, surtout que je suis allée dans mon hôpital maintenant, j'ai dû y aller pour faire un monitoring et elles sont toutes plus choues les unes que les autres, les sages-femmes. J'ai eu affaire à une gynécologue qui a été adorable. Donc, si je dois être transférée, j'ai pas peur, enfin, vraiment pas. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'ai choisi l'accouchement à domicile, c'est parce que c'est plus confortable pour moi simplement, parce que je sais qu'on me fichera la paix. Si j'ai envie de voir personne, je verrai personne. J'aurai pas deux discours différents entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour, parce que je pense que ça, même dans les meilleurs hôpitaux du monde, ça peut arriver. Et puis, Oh oui, et d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles parce que l'épisode qui sort la semaine prochaine, là on enregistre le 23 mars, l'épisode de Sophie qui sort la semaine prochaine est typiquement euh, représentatif de ce problème. voilà. Et puis moi, je suis bien chez moi et ouais, je me dis, il n'y a pas 12 000 personnes non plus qui vont me voir toute nue. Enfin, ouais, voilà, c'est juste parce que c'est plus confortable pour moi. Et puis je suis Ouais, déjà à c'est la maison. un Enfin, vrai voilà. choix conscient et pas un choix par défaut parce que tu refuses l'autre. C'est ça. Et en fait, j'ai vu que ça a été ça pour tous les autres choix. Il y a eu un temps, je me suis toujours dit, moi, j'allais traiter mon enfant parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis que biberonner, c'est pas une option. Enfin, voilà, blablabla. Toujours, mais vraiment le cliché, hein. Et maintenant, j'aimerais allaiter. Dans ma tête, c'est parce que c'est juste quand ça marche puis que ça fonctionne comme il faut, c'est vachement plus pratique en fait. Enfin, c'est plus simple enfin, un sein, ça se sort et puis voilà. Alors que quand on biberonne, bah, c'est compliqué, il faut organiser les biberons, faut les prendre avec et tout ça. Alors je me dis que, en fait, c'est juste plus pratique. Mais si je dois galérer pendant des mois, avoir des crevasses, avoir mal et à pas dormir la nuit, ben, j'arrêterai et puis c'est tout parce que je veux du pratique et je veux pas me prendre la tête en fait.
tous mes choix qui ont d'abord été motivés pour des mauvaises raisons sont devenus des choix réfléchis en fait. C'est chouette d'avoir réussi à prendre ce recul dès la grossesse. Ouais, je pense que j'ai eu de la chance aussi d'être tombée sur les bons comptes et puis d'avoir aussi un mari qui est très réfléchi. Et, et les discussions avec ma belle-maman aussi étaient très intéressantes parce que moi j'arrivais toute virulente en mode ouais, les punitions c'est pas bien et tout, blablabla. Puis elle, toute posée, avec son expérience, elle a eu 3 enfants et ça a été très compliqué pour elle. Elle est tombée enceinte très jeune et à l'époque, quand on a 18 ans puis on a un enfant, on est catalogué incapable de toute façon. Ça a été très très rude pour elle. Et, elle m'expliquait calmement, elle me posait des questions genre ouais mais c'est quoi pour toi punir? Ça veut dire quoi? Est-ce que mettre au coin c'est punir? Est-ce que expliquer à l'enfant les conséquences de ses actes c'est punir? Est-ce que j'ai remarqué petit à petit qu'en fait elle a éduqué ses enfants dans la bienveillance avant que le mot n'existe en fait. Qu'il n'y a pas besoin de suivre des règles ni des dogmes pour être bienveillant au final. On est bienveillant quand on fait de notre mieux et puis que Je vais l'encadrer, celle-là. Puis ça a été un énorme déclic. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça pour être une bonne maman, pour faire du... Enfin, parce qu'au final, ma belle-mère, elle avait pas de livre, elle n'a pas été conseillée par des médecins, elle a même été critiquée par tout son entourage. Et quand je vois le résultat sur ses enfants, je me dis, mais en fait, si on s'écoute, ouais, elle a une passion pour ses enfants qui était juste tellement belle. Je me dis, mais c'est bon, en fait, j'ai déjà toutes les clés en main, naturellement. Faut juste que je me fasse confiance. Ouais, et je crois que c'est quelque chose qui est dur de se faire confiance. Mais c'est chouette. Oui, oui. Si de le savoir, je trouve ça vraiment chouette de le savoir avant que ton bébé n'arrive. Oui, oui, je pense que ça va beaucoup m'aider. Et toi, c'est quoi tes choix, tes souhaits plutôt, pour une fois que ton bébé sera là? Alors, j'ai écrit un post il y a pas longtemps où j'ai trouvé que la réponse la mieux à donner, c'est je sais pas, on verra. Mais Je suis d'accord, mais on peut pas s'empêcher de projeter. Donc, exactement. Mais j'ai quand même un idéal, on va dire. Hein. Si tout se passe comme je veux, j'aimerais que. Alors, moi, je me vois. Mais déjà, l'accouchement, je vois un truc. Je peux pas m'empêcher d'espérer l'accouchement de rêve où j'accouche à la maison, puis que j'ai quasi pas mal, puis que tout se passe bien. Parce que je me dis, mais si je peux bouger pendant mon accouchement, il n'y a pas de raison que j'aille trop mal. Alors, je sais que c'est faux. Et puis Mais ouais, en fait, il y a toujours un peu ces deux choses dans la tête. Il y a l'idéal, donc, non mais allez, ça va aller, j'aurai pas mal. Puis l'autre côté qui nous remet dans la réalité. Non mais attends, hein. On Mais verra. Mais oui, ça peut arriver. Enfin, c'est pas une option qui est inenvisageable. Effectivement, il y a des accouchements qui se passent très très bien et faut pas l'oublier aussi. Juste, faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. oui, c'est vrai. Alors là, j'ai l'impression que, on va dire si ça continue dans la même vibes que maintenant, pas de raison que ça se passe mal. Donc j'ose m'accrocher à un accouchement pas trop douloureux, où tout se passe bien, où après je suis chez moi avec ce petit bébé dans les bras et puis le coup de foudre tout de suite. Enfin, voilà, moi j'ai envie de me projeter là-dedans, tout en ayant des filets de sécurité pour si jamais ça se passe pas. Bah, par exemple, je suis suivie par une psy et puis bah, actuellement je la vois que toutes les 2 semaines parce que tout va bien, mais elle est là pour quand le bébé sera là, pour si jamais. Je me dis, bah, la dépression postpartum, ça existe. Avec un peu de chance, je vais passer entre les gouttes parce que bah, je me connais vraiment bien dû à mon passé. Et j'ai un entourage hyper safe. Et en Suisse, ce qui est chouette, c'est qu'après l'accouchement, on a, je crois, une dizaine de consultations remboursées par l'assurance. Donc la sage-femme peut venir à la maison. Donc on est suivi après l'accouchement encore. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ça se passe bien, mais j'ai quand même tous ces filets pour au cas où. Et Mais puis t'es informé. ouais, alors Mine de rien, c'est quand même. Enfin,
évidemment, on peut tomber dans des écueils en étant informé, ça, je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que ça aide d'être informé? Oui, oui, clairement. Ben, en fait, ça m'a vraiment donné confiance. C'est bête, hein, mais d'avoir entendu des récits de femmes qui n'y arrivaient plus et qu'on pouvait plus, et puis elles expliquaient pourquoi, comment, et puis comment elles s'en est sorties. Ben, moi, ça m'a donné confiance. Je me suis dit, ok, ça arrive, mais c'est évident que ces mamans-là, elles aiment leurs enfants quand même. C'est évident que elles vont pas abandonner leur enfant au bord de la route. Donc, si ça doit arriver, eh ben, ça arrivera, ça fera pas de moi une mauvaise mère pour autant. Et du coup, je pense que rien que le fait d'avoir confiance, c'est déjà quelque chose pour éviter de tomber dedans, en fait. Mmh. Ah ouais, je suis d'accord. Du coup, moi, Je suis d'accord. je me vois passer entre les gouttes la dépression postpartum. Et, euh, et ouais, alors vraiment, l'idéal, si je peux allaiter et que ça se passe bien, j'aimerais cododoter aussi. Au moins 6 mois, on va dire, parce que je me dis, c'est peut-être à peu près, on me dit que c'est jusqu'à 6 mois que l'enfant, il a vraiment beaucoup besoin de téter, tout ça, et je me dis, flemme de devoir me lever pour aller chercher dans sa chambre. Donc voilà, et puis le portage aussi, mais ça, alors ça, on verra, parce que j'ai des problèmes inflammatoires, en fait, j'ai une maladie inflammatoire, et donc je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir porter mon enfant. Donc j'ai eu un cours, alors je me dis, tout bébé, ça ira. Alors moi, idéalement, si je peux ne jamais avoir besoin d'acheter une poussette, je trouverais cool. Et ça, j'ai pas grand espoir, on va dire, parce que très vite, je risque d'avoir mal au dos, je pense, donc on verra. Et Ouais, c'est vrai que c'est difficile à dire avant, hein. ouais, c'est ça, mais j'ai envie, ouais, je me permets, on va dire ça comme ça, de me projeter dans le meilleur, parce que j'ai quand même l'impression que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que ça aille dans le meilleur, en fait. Bah écoute, je te souhaite tout ça, sincèrement. Donc, Je te souhaite tout ce que tu projettes et j'espère, là, il te reste donc 2 mois. Non, un peu 1 mois et moins? demi, ouais. 1 mois et demi. Je vais te souhaiter une très bonne fin de grossesse. Je te dirais bien d'en profiter, mais je sais pas comment va être Là, la fin ça, de ta ouais, grossesse, là, donc ça commence à... Fou. donc je vais pas le dire. En tout cas, je te souhaite le meilleur et un bel accouchement et tout ça. Et je te propose de se retrouver dans quelques mois quand Merci. tu auras atterri de tout ça. Voilà, si je Pour la suis accouchée à deuxième domicile ou pas, si... partie. Ouais. Pour répondre à toutes ces questions et en avoir 10 000 autres. Aussi, oui. Merci Morgane pour cette première partie. Eh ben, avec plaisir. À bientôt. À bientôt alors. Ciao, ciao. Salut Morgane. Salut! Il s'est passé quelques mois depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Alors pour les auditeurs, ça fait que quelques secondes, mais nous, c'était en mars 2022, fin mars même 2022. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 août. Ah bah du coup, presque jour pour jour, ça fait 5 mois. Ouais. T'étais à 7 mois de grossesse, donc je pense qu'on peut raisonnablement penser que tu as accouché depuis. Oui, heureusement. Ça ferait un sacré dépassement de terme quand même. Ouais. Bah, et surtout si on est là aujourd'hui, c'est justement parce que tu as accouché et qu'en plus, tu me disais un petit peu avant, il y a quelques jours, que évidemment, rien ne s'était passé comme prévu. Absolument rien. Comme, j'ai envie de dire comme souvent, hein. Oui. Et ben, tu vas nous raconter tout ça, si ça te va. Oui, parfait. Alors, on s'est quitté, t'étais à 7 mois de grossesse. Déjà, j'ai envie de te demander comment s'est passée ta fin de grossesse. Souvent, c'est long et difficile. Ouais, mais ça allait. Franchement, ça Ouais. allait. J'avais les douleurs normales liées à une grossesse, la fatigue, mais après, pas plus que ça. Pour dire, j'ai pas tant de souvenirs que ça en fait, donc c'est que c'était pas. C'est que Ouais, ça allait c'était pas tranquille, quoi. traumatisant. Ouais, c'est ça. Tant mieux, Oui, clairement. clairement. Donc, Et alors,
Alors du coup, j'ai accouché le 1er mai d'une Jolie petite date. Anaya. Oh, Alors je c'est sais pas très joli si... comme prénom. Merci. Je sais pas si en France cette date elle veut dire quelque chose aussi, mais en Suisse c'est la fête du travail. Alors c'est très drôle parce que du coup elle m'a fait travailler le jour de la fête du travail. C'était... enfin, voilà. C'est aussi la fête du travail en France. Ah bah voilà. Alors du coup, donc, idéalement je voulais accoucher à la maison. Alors j'ai commencé, j'ai eu mes premières contractions donc le samedi en fin de journée vers 18 h comme ça. Et puis au début, ça allait bien, j'ai pris un bain, c'était chouette et tout. Enfin, chouette, on se comprend, hein, ça fait mal, mais ça allait encore. Oui. Et puis gentiment, ma sage-femme, elle arrive, et puis on commence, le travail commence. Sauf que très vite, en fait, ça fait vraiment très très mal. Et le souci que j'avais, c'était que je vomissais après chaque contraction. Oh, Ouais, c'était vraiment... Surtout moi, de base, j'aime vraiment pas vomir, c'est un truc... Voilà, et ça m'épuise complètement. Et en fait, à peu de choses près, après 12 heures de travail comme ça, j'étais complètement déshydratée et épuisée, et puis le ah, cœur du tu bébé m'étonnes. commençait à s'emballer un peu. Et c'est pour Ah, ça que ma sage-femme a jugé bon de me transférer à l'hôpital. Mais ça s'est, en guillemets, fait sans que ça me traumatise parce que ma sage-femme, elle est exceptionnelle, parce qu'elle y allait par étapes. D'abord, elle m'a demandé si je voulais être transférée. J'étais plutôt non, je préférais continuer. Puis après, elle m'a dit, bon, il faut qu'on te transfère. Est-ce que tu préfères une ambulance ou on y va avec ma voiture? Là, je savais pas quoi répondre parce que moi, dans ma tête, la seule chose à laquelle je pensais, c'est, mais je vais faire comment pour descendre les escaliers? Ils vont m'entendre crier dans les couloirs. Du coup, je voulais pas partir parce que je voulais pas descendre les escaliers. C'était la seule chose qui me préoccupait, en fait. On C'est a fou des comment... marottes un peu spéciales quand on est en train d'accoucher, ouais. Mais oui, on est tellement dans l'instant présent qu'on n'arrive pas Oui, à juste penser les 2 secondes plus tard, en fait. C'est fou. c'est clair. Et puis voilà, j'avais mal et tout. Alors, euh, je dis aussi qu'il y avait un côté, maintenant avec le recul, il y avait un côté qui était beau dans le travail que j'ai pu faire déjà à la maison, c'est que vraiment avec mon mari, on était vraiment une équipe en fait. Il était là, il m'apportait à boire dès que j'y demandais, il me couvrait, il me découvrait, j'avais très chaud, à peu près très froid, à peu près très chaud, etc. Puis à chaque fois je disais merci, pour au bout d'un moment il fait mais arrête de me dire merci ça. Génial. Et donc il y a ce côté où on a été vraiment très fusionnels et puis ça c'était chouette. Mais c'est vrai que les douleurs après, enfin à chaque contraction limite je pleurais quoi, donc ça faisait vraiment mal. Et du coup à la fin, donc je reviens, elle m'a même plus laissé le choix de si on y allait en ambulance ou en voiture. Elle m'a dit bon je vais chercher la voiture. En attendant ton mari il te prépare une robe à enfiler et puis vous descendez gentiment. Et puis on est allé à l'hôpital en voiture. Moi j'étais à 4 pattes derrière, je pouvais même pas m'asseoir et m'attacher. Et puis je suis arrivée. Et ça c'est un truc que je m'étais dit dès le départ, c'était que si je devais être transférée à l'hôpital, alors je demanderais la péridurale parce que quitte à ne pas accoucher à la maison, autant pas avoir mal. D'accord, ok. Alors du coup j'étais tellement focus aussi sur cet objectif-là que je suis arrivée aux urgences. L'infirmière qui nous a accueillis, c'est une urgentiste, c'est pas du tout une sage-femme. Et c'est la première chose que je lui ai dit, je fais, je veux une péridurale. Et elle était là, oui, vous pourrez le dire aux sages-femmes, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, on Mais a t'as dû réussi à focus. descendre les escaliers du coup. Oui, et puis par chance, j'ai pas eu de contraction pendant la descente des escaliers. Ah, cool. Ça, c'est pratique du coup. Ouais, quand même. Par contre, alors du sortie de la voiture jusqu'à la maternité, on a dû prendre un ascenseur et tout dans l'hôpital. Alors là, j'en ai eu je sais pas combien de temps ça m'a pris pour y aller, quoi. Mais bon, on avait le temps, quoi. Et, du coup, j'arrive à l'hôpital et là aussi, les sages-femmes, je les connaissais parce que j'étais allée à cause du Covid, j'avais fait le Covid et quand on est enceinte et qu'on a le Covid, on doit contrôler en fait les contractions et puis d'autres paramètres. Donc, j'y étais déjà allée. Donc, il y avait ce côté où j'étais rassurée parce que j'avais vu que les sages-femmes, elles étaient vraiment toutes super gentilles, que le lieu était sympa. Enfin, voilà. Donc, j'avais vraiment pas peur. Et du coup, ma sage-femme, à moi, celle qui m'avait accompagnée jusque-là, elle m'a laissé. Elle m'a dit, écoute, là, t'es en de bonnes mains.
Si tu as envie que je reste, si tu as besoin que je reste. Mais si tu te sens en confiance et puis que tu penses que je peux y aller, bah, je vais te laisser. Puis je lui ai dit que c'était bon, quoi, parce que j'étais en de bonnes mains. Il y avait mon mari qui était là. Enfin, donc ça allait. Et bah, du coup, là, elle m'a fait un toucher vaginal parce que ma sage-femme, elle l'a pas fait parce qu'elle est pas forcément du genre à faire ça s'il n'y a pas besoin. Hmm. Et je m'étais dit, bon, après 12 heures de travail, je dois être proche du terme, ça doit gentiment y aller. J'étais à peine à 2. Là, j'ai eu le petit coup de déception, comme genre, oh non. Je comprends, clairement. Et puis là, il y a bah, du coup, moi, j'étais toujours avec ma péridurale. Et donc, l'anesthésiste arrive. Et puis, il y a le gynécologue aussi qui arrive. Et qui me dit, bon, on va vous faire la péridurale. Et puis après, bon, on va vous laisser tranquille un moment. Donc, je suis arrivée à l'hôpital vers 6 heures à peu près. Et puis il me disait, bon, bah, je reviens, je pense qu'il y aura la poussée pas avant 14 heures pour un premier enfant et tout. Donc on met la péridurale, puis après on sort et puis vous nous appelez s'il y a quoi que ce soit. Alors là aussi, pour poser la péridurale, c'était épique parce que comme j'étais déjà avec des contractions très régulières et très très douloureuses, là, en fait, il ne pouvait pas poser en une fois. Il devait poser l'aiguille, attendre que de contraction passe et après mettre la péridurale, en fait, un truc du genre. Et pendant cette contraction-là, il faut pas bouger. Et ça, de nouveau, moi qui suis dans l'instant, j'étais là, mais je peux pas ne pas bouger, ça me fait trop mal, en mode panique. Et là, il y a eu juste ce moment-là où ils ont été un peu fermes. Mais je pense que c'était la bonne chose à faire. C'était bon, écoutez, madame, maintenant vous bougez plus, ça va aller, et après vous êtes libérée. Et puis j'ai tenu, mon mari, je lui ai défoncé les tympans, mais j'ai pas bougé. Mais parfait. Parce qu'avoir une contraction quand on est assis, ça fait mal. Oui, de toute façon, on est bien d'accord, une contraction, ça fait mal. De base. Mais c'est quand même moins, je trouve que c'est quand même moins douloureux quand on est libre de ses mouvements, quand même. Oui. Donc c'est vrai, en après. fait. Du coup, pour avoir vécu les deux, bon, après j'ai la péridurale, mais je vois bien quand je suis arrivée avant qu'il la fasse. Ah oui, puis j'ai percé la poche des os à l'hôpital. Et là aussi, j'ai senti la différence entre avant et après. Ah, Et, avant la péri, du coup? Non, la poche des os, ça fait plus mal une fois qu'elle est percée. Donc, Oui, je mais du trouve. coup, tu l'as percée avant d'avoir la Oui, péridurale ou après? juste Ok. avant, mais je l'ai pas eu très longtemps après. Par contre, j'étais déjà couchée sur le dos avec monitoré, donc j'ai vécu les contractions sur le dos couché et je vois la différence. Franchement, je comprends que quand on est à l'hôpital, on demande quasi systématiquement la péridurale parce que quand on est couché sur le dos, les contractions, c'est incomparable à quand on est libre de ses mouvements, hein, c'est fou. Ouais, alors il y en a pour qui, évidemment, bah, comme d'hab, hein, ça dépend des gens. Oui, Mais oui, je pense que pour beaucoup, c'est une des pires positions pour supporter Enfin, pour supporter, pour vivre les contractions. voilà, oui, il semble, en tout cas, c'est ce que je lis un peu partout et en tout cas pour moi, je peux le confirmer. Et après, ben, ils m'ont fait la péridurale, mais ils m'ont aussi fait une rachianesthésie, ce qui fait que Oui. pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, j'avais plus aucune douleur ni rien. Vu que j'étais que à 2, ils pouvaient. Et ça m'a permis de dormir, en fait. Et ça m'a fait tellement du bien. En fait, ils t'ont fait une rachianesthésie le temps que la péridurale fasse effet? Oui, je pense que c'est ça. Et puis, si j'ai bien compris, c'est parce que vu que j'étais complètement épuisée, c'était un moyen de pouvoir me faire dormir, en fait, pour que je puisse reprendre des forces. Ouais, d'accord. Et franchement, j'ai apprécié, quoi, parce que j'ai pu dormir un coup. Puis après, quand je me suis réveillée, bah, les contractions reprenaient gentiment. Et puis, bah, j'avais pas mal, il y en a même certaines que je sentais pas. Et après, bah, je sentais un petit peu, mais j'ai pas vraiment beaucoup eu besoin de remettre, en fait, du produit pour la péridurale. Et puis, du coup, en fait, les choses se sont accélérées, ce qui fait que vers midi, un petit peu avant, bah, le bébé commençait à être là. Donc, j'ai dû commencer à Ah pousser oui, 2 heures avant la prédiction du gynécologue. Et puis là, je peux dire que clairement la poussée, c'est un moment que j'ai aimé en fait. Ouais. Parce que bah, j'avais pas vraiment mal grâce à la péridurale, mais je sentais tout et puis j'ai vraiment senti genre toute ma puissance en fait à faire sortir ce bébé. Et, euh, et vraiment ça, j'ai aimé quoi. Trop chouette. Ouais, bah oui, Ouais, c'est le meilleur des scénarios quand t'as une péri, quoi. ouais, clairement, clairement. En fait, ils l'ont vraiment bien dosé et puis j'ai aussi été vraiment très bien accompagnée. D'ailleurs, c'était drôle parce que la sage-femme, elle me dit, bon, puisque vous vouliez accoucher à la maison, j'imagine que vous avez un projet de naissance. Là, bah non, en fait. C'était ni par conviction, ni par. J'avais pas un projet de naissance long comme la nuit. Je me suis dit, si je suis à l'hôpital,
Moi, j'étais plutôt en mode je me laisse guider, j'ai confiance qu'ils vont pas faire des choses trop médicales s'il n'y a pas besoin, en fait. Surtout T'as ça. vraiment switché complètement entre Ouais, mais en ton fait, j'étais en début. guillemets préparée, je savais que c'était une possibilité. Mhm. Et le fait de savoir que bah, c'est quand même un hôpital de campagne, on va dire entre guillemets, hein, et c'est pas comme si j'étais à Lausanne ou à Genève où c'est surmédicalisé. Donc je savais que j'allais quand même retrouver ce côté un peu tranquille dans cet hôpital. Et ouais, c'était ce côté où je savais que j'étais en de bonnes mains. Donc j'avais pas peur pour moi ni pour mon bébé. Et puis l'important c'était qu'il soit là, quoi. Enfin, Tu connaissais le sexe? Je me souviens plus, oui. on n'en a pas parlé, il me semble. Ah, alors oui, En... pour moi c'est important de savoir le sexe parce que j'ai toujours voulu une petite fille et j'avais besoin de savoir à l'avance parce que si on m'avait dit que c'était un garçon, je pense que j'aurais juste eu besoin quand même d'un petit moment Hmm, pour faire le deuil de ce premier enfant qui n'est pas une fille en fait. ok, Et bon, bah il s'avère que c'était une fille, donc cool quoi. parfait. Et Et donc, la poussée et la ouais, sortie, oui, forcément. alors ça aussi, j'avais dit que la seule chose que j'aurais bien voulu, c'était choper l'enfant. Alors ça les a fait rire quand j'ai dit ça comme ça. Et finalement, au moment où ils m'ont dit, elle est là, vous pouvez la prendre, je fais non, j'arrive pas, prenez-la. Puis bah ils l'ont prise eux. Et puis, alors, c'est là où les choses se compliquent. Parce que, bah déjà, en- j'avais pas. Bah, non, je porte des lunettes normalement. Et là, bah, je les avais pas. Donc, du coup, je voyais un peu tout flou. Puis, j'ai vu ce bébé dans les bras de la sage-femme juste sorti. Puis, j'ai vu qu'il était pas blanc, en fait. Alors, mais je voyais pas bien la couleur ni rien parce que, bah, sans les lunettes, avec la distance et tout, bah, je voyais pas bien. Et la première pensée que je me suis dit, c'est, mais elle est métisse! Alors que moi, je suis blanche comme un cul, mon mari aussi. Mais je savais que ça pouvait arriver de temps en temps, très rarement, quoi. Donc, c'est vraiment la première pensée que j'ai eue. Et après, quand ils me l'ont mise sur moi, là, j'ai vu, bah non, elle était violette. Et c'est là que, au moment où ils me l'ont posée, j'ai eu cette bouffée d'amour qu'on me décrit, que ça peut arriver. Vraiment, cet élan d'amour. Et comme, bah, du coup, elle respirait pas, elle a pas pleuré, ils me l'ont laissé genre 5 secondes et après, ils sont Ouais. partis avec. Et c'est là que mon mari a compris qu'il y avait un problème parce que quand ils lui ont demandé s'il voulait couper le cordon, ils lui ont dit, bah, vous pourrez le faire. Et la seule raison pour laquelle on le ferait nous, c'est s'il y a un problème. Et bah, quand ils l'ont posé sur moi, ils ont coupé eux le cordon. Donc là, David, il a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et il a pu les suivre dans la pièce à côté. Et Ah, moi, je c'est me suis chouette ça. retrouvée comme ça, mon bébé parti. Et du coup, la bouffée d'amour qui était en train de monter, elle est redescendue, quoi. Vraiment comme un flanc, comme un soufflet qui est redescendu, plus Oui. rien. Hmm. Et j'étais un peu bah, encore sous l'effet de la péridurale, donc j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais j'ai aussi compris que c'était pas grave non plus parce que ils ont pris le temps. J'entendais au loin qu'ils prenaient le temps d'expliquer à mon mari ce qu'ils faisaient et tout ça. Puis de nouveau, j'avais vraiment cette conviction que j'étais en de bonnes mains, qu'elle aussi, que sa vie n'était pas en danger, parce que ben, on a quand même des progrès dans la médecine et tout, que ben, on allait m'expliquer après. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée un long moment sans vraiment comprendre ce qui se passe, puis toute seule en fait, parce qu'ils étaient tous vers le bébé. Mais finalement, avec le recul, aujourd'hui, je me dis que tant mieux que j'avais pas compris tout de suite parce que ça m'a permis de pas être traumatisée. Hmm. De Parce pas que mon mari, paniquer. par exemple, qui lui a vu ce bébé ne pas respirer, être violet, maintenant, à chaque fois qu'elle a le nez bouché ou qu'elle s'étouffe quand elle tète ou comme ça, lui, il est en panique en fait. Ouais. Vraiment quelque chose qui l'a bien choqué, alors que moi, pas. Ouais, je me dis qu'au final. Tu m'entends toujours? Oui, oui, Ah, ok. oui. Je C'est- t'écoute religieusement. Et donc, avec leur queue, je trouve que c'était bien. Après, sur le moment, ben, j'aurais bien aimé qu'on m'explique tout de suite, mais au final, je comprends qu'ils n'avaient pas pu non plus parce qu'ils étaient à fond pour le bébé. Oui. Voilà quoi. Et puis après, ben, le gynécologue est venu, il m'a recousu. Alors là, c'est là où je vois aussi la différence entre l'accouchement à domicile et à l'hôpital parce que il m'a dit ce qu'il allait faire, mais il m'a pas demandé si j'étais OK. Surtout que j'avais une toute petite déchirure. Je crois que j'ai eu genre enfin 3 points, je crois, c'est tout. Et alors que je sais qu'on peut aussi ne pas recoudre forcément, puis ça cicatrise tout seul. Mais bon, voilà, il m'a pas demandé mon avis. Puis bon, par contre, c'est là où on voit que c'est un gynécologue bien dans ses. Enfin voilà. Euh,
il s'est pas empêché de me faire la petite remarque du vous voyez quand même, c'est quand même plus sûr d'accoucher à l'hôpital. Ah, Alors que ouais. c'est un non-lieu parce que le principe même d'accoucher à domicile quand on peut, c'est d'être attentif aux complications pour être transféré à l'hôpital à temps en fait. Tout à fait. Donc, mais après coup, j'ai demandé aussi à ma sage-femme, j'ai fait, mais si je l'avais accouché à la maison quand même, puis que ce bébé il naît, puis il a de la peine à respirer, qu'est-ce qui se passe? Me dit, mais j'ai du matériel pour ça. Et là, ce qu'il faut, donc même si j'avais accouché à la maison, et puis que j'avais fini le travail à la maison, ben, le temps de le transférer le bébé à l'hôpital, elle aurait mis du matériel pour la maintenir en vie, et puis ça se serait bien passé aussi. Mais voilà, il a fallu qu'il fasse sa petite leçon quand même. Il prêche pour sa paroisse. Et ben voilà. Et du coup, après, là où j'étais, en fait, c'est ça, c'était intense parce qu'à chaque nouvelle que je recevais, à chaque, pas nouvelle, mais quand ils me disent, ouais, alors là, il y a deux possibilités, soit ça, soit ça. À chaque fois, je priais pour une, c'était l'autre qui se passait, quoi. Ils m'ont dit, on va attendre encore un petit coup, voir si le taux d'oxygène augmente, sinon il faudra transférer à Bienne, parce que là où j'ai accouché, ils n'ont pas le matériel pour faire, ils n'ont pas de néonat en fait. Du coup, j'étais là, oh, faites que l'oxygène revient, je veux pas aller jusqu'à Bienne, je veux rester près de chez moi et tout. Et paf, ils l'ont transféré. Et, Ouais. mon mari n'a pas de voiture, donc ça fait que lui il devait venir en train, et ça faisait à peu près 40 minutes en train. Ok. Et alors, on va dire que pour des, pour des Suisses, 40 minutes, c'est long parce qu'on est un tout petit pays. Donc, normalement, on fait jamais autant de trajets tous les jours. Enfin, rarement. Mais bon, après, bah, ce qui a été cool, c'est que j'ai pu aller dans l'ambulance avec. Ah, il y a mon bébé qui se réveille. Je vais vite la chercher. Oh oui, pas de souci. Et donc, bah, j'ai pu être dans l'ambulance avec. Et ça, c'était chouette parce qu'au début, ils pensaient qu'ils n'auraient pas de place. Puis j'aurais dû suivre en voiture. Donc, trouver quelqu'un parce que j'allais pas conduire sous péridurale et avec. C'est clair. Je venais d'accoucher. Donc, bah là, j'ai pu. Mon mari m'a rejoint plus tard. Et puis, du coup, ben, je suis arrivée en néonatologie, je crois qu'on dit. Et puis là aussi, en fait, l'équipe, ils ont tous été vraiment chauds. Je veux dire, je suis arrivée, ils m'ont expliqué ce qui se passait, ils m'ont expliqué tout ce qu'ils allaient faire pour le bébé, ils m'ont rassurée, comme quoi, bah, c'est vraiment pour surveiller qu'elle n'était pas en danger. Donc là, de nouveau, en fait, ça s'est passé au mieux que ça pouvait se passer dans ces conditions, en fait. Mais du coup, t'as eu une chambre dans l'autre hôpital? Alors, c'est ça. Mais c'est là où on voit que les hôpitaux sont construits, sont pas construits pour les mamans, parce que moi j'étais à la maternité, qui est 2 étages au-dessus et carrément à l'autre bout de l'hôpital. D'accord. Et comme je voulais allaiter, bah, je leur avais demandé que quand ma fille se réveillait et qu'elle avait faim, qu'ils m'appellent pour que je vienne allaiter. Sauf que le temps que je me lève et que je marche et que je descende jusqu'à la néonate, elle avait tellement faim qu'ils étaient obligés de lui donner un biberon parce que sinon bah, elle hurlait quoi. Donc c'est vrai que pour ça, c'était pas pratique. Non, j'imagine, ouais. Et c'est vrai que la Mais- néonate à l'opposé de la maternité, c'est quand même un Oui, concept. mais je pense que c'est parce que c'est au niveau des urgences en fait, c'est à l'étage des urgences. Et des D'accord. soins intensifs et tout. Donc je pense qu'ils l'ont pensé comme ça. Et puis après, ils se sont dit, eh, si on mettait une maternité, puis non, j'en sais rien. Mais disons que oui, ça c'était le côté vraiment pas pratique. Et puis, donc ouais, il y a vraiment. Moi, je me voyais tellement accoucher à la maison, puis être tranquille dans mon cocon chez moi, bah, pas du tout. Puis d'être séparée de son bébé à la naissance, franchement, c'est dur parce que du coup, la relation, elle se construit pas en fait. Oui, bah J'ai du coup, elle met vraiment un peu plus de temps, forcément. Oui, c'est ça, c'est 5 jours où j'étais à la maternité. Je réalisais pas vraiment. Moi, j'étais convaincue que quand j'allais ressortir seule en fait, comme si c'était genre merci pour Oui. l'animation, c'était sympa, au revoir quoi. Mais non. J'arrivais pas à me dire c'est mon bébé et je vais repartir avec. C'était vraiment. Je descendais pour essayer de l'allaiter ou d'y donner le biberon et puis c'était mignon et puis voilà. Puis en même temps, il y avait un côté de moi qui était triste de la voir comme ça. Enfin, ouais, c'était vraiment le gros flou quoi. Ouais. Et puis bah là, ils m'ont aidé aussi à produire du lait. Je devais tirer mon lait et tout. Puis là aussi, ils m'ont rassuré que c'était pas grave si si j'avais pas du lait tout de suite, que ça allait venir. Et puis bah là aussi, moi, je me voyais allaiter tout de suite facilement et tout en sachant d'un côté que c'était pas forcément le cas.
Mais ça, alors, on va dire l'allaitement, maintenant, c'est peut-être la seule chose qui s'est passée comme je voulais parce que je peux l'allaiter comme il faut. Mais au début, c'était pas gagné parce qu'elle prenait mal le sein puisqu'elle a été biberonnée à la néonate. Donc, je devais mettre une tételle parce qu'il y avait que ça qui faisait qu'elle voulait téter. Donc, moi, je me voyais allaiter, faire tout mon allaitement avec une tételle en fait. Mais après, je me suis dit, Ouais. bon, c'est un moindre mal. Au moins, je peux allaiter, quoi. Et Oui, ça te puis, permettait de respecter ton choix. ouais, c'est ça. Mais là aussi, ils ont été choux. Ils ont vraiment. Là aussi, ils m'ont rassuré en disant que ça va aller. Puis que peut-être une fois que je serai rentrée à la maison et puis que tout sera calmé, bah, je pourrai essayer sans la tételle. Enfin, ils m'ont vraiment montré que c'était pas condamné. Mon allaitement n'était pas condamné, quoi. Elle est restée combien de temps, néonate? Alors, 5 jours, parce qu'en fait, elle avait des antibiotiques et puis bah, il fallait juste faire le traitement antibiotique 5 jours pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Et puis comme elle allait bien, elle a été sondée seulement 2 jours, puis après, elle arrivait à manger toute seule. Donc en fait, tout allait. C'était vraiment, fallait juste régler le problème de l'infection qui a fait qu'elle avait de la peine à respirer. Oui. Ils ont dû enlever du liquide qu'elle avait dans les poumons, puis après ça, c'était bon, quoi. Du coup, t'es ressortie avec elle sans Le l'avoir 5. eu H24. C'est ça, D'accord. c'est Et ça. comment t'as vécu ça, le fait de sortir comme ça sans avoir eu ces moments. Euh, ça allait. J'étais contente de retourner à la maison. Puis, de nouveau, j'avais pas trop peur parce que je savais que ma sage-femme, elle allait venir. Donc, j'allais pas me retrouver toute seule. Donc, ma sage-femme du début, hein, celle qui m'avait vraiment Oui. accompagnée. Et puis, j'ai tenu à rentrer en train avec ma petite en écharpe, en fait. Comme ça, bah, j'étais tout contre elle. Et puis, je me suis dit que ça nous faisait une sortie, ça changeait un peu que d'être toujours enfermée. Puis, du coup, c'était un beau moment parce qu'on était en train avec ce petit bébé de 5 jours. Il y avait tous les gens qui étaient hyper attendris autour. Enfin, j'avais que des sourires autour de moi. Enfin, donc, c'était un beau moment. Et pour moi, c'était là le début. J'ai l'impression d'être devenue mère à ce moment-là, en fait. Enfin, de Ouais. commencer à devenir mère à ce moment-là, on va dire. Parce qu'encore maintenant, j'ai de la peine à réaliser. Mais Ah, si ça avant, peut te c'était... rassurer, moi j'ai mis vachement longtemps à réaliser, hein. Ah, bon, ben voilà. Ce qui n'empêche pas une construction de lien, hein. Ça, c'est vraiment deux Non, alors choses c'est ça. différentes, je trouve. C'est ça. Le lien, il se construit, mais on se dit pas, je suis maman, c'est ma fille, la chair de ma chair. Je sais pas, c'est un truc. C'est... Mais du coup, ouais, j'étais contente de rentrer. Et puis, le retour à la maison s'est fait en douceur. Puis, bah, la néonate nous avait expliqué comment prendre soin du bébé et tout. Et bah voilà, tu t'exprimes aussi. Elle est d'accord. Ouais. Donc, c'est allé. Puis, la sage-femme, elle est venue, je crois, le soir même. Comme ça, on pouvait poser nos questions. Puis, elle est venue très régulièrement. Ça, on a de la chance. On a le droit à, je sais plus combien, je crois 14 fois. Ah, cool. Qui est remboursé par l'assurance jusqu'à ces 2 mois, je crois, un truc du genre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et Bah ouais, c'est chouette. bah, moi, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas eu... parce que j'ai clairement pas les moyens de me payer une sage-femme si c'est pas remboursé. Et je sais pas ce que j'aurais fait sans. Surtout que quand je suis rentrée, alors 2 jours après, j'ai commencé un engorgement Oh, qui a duré à peu de choses près 5 jours. ah, ça Et fait mal, ça. ouais, et c'était 5 jours clouée au lit. Et j'étais désespérée parce que du coup, oui, puis à chaque fois que ma sage-femme elle venait me rendre visite, c'était le matin, après une nuit à avoir mal, à me réveiller tout le temps. Donc elle me voyait toujours quand j'étais au bout de ma vie, quoi. Mais vraiment en pleurs, enfin c'était horrible. Puis mon mari aussi qui était là, puis qui essayait de me gérer moi, puis de gérer le bébé. Je me souviens une fois, ça allait tellement mal que j'ai fait une crise d'angoisse. Puis il y avait ma fille qui pleurait comme pas possible. Puis il arrive, il me voit, il a sa fille dans ses bras, il peut pas la poser, il me voit faire une crise d'angoisse. Il était tellement désemparé, le pauvre. Il savait pas quoi faire, il savait pas à qui devait faire attention et tout. Enfin, c'était vraiment hard cette semaine. Et puis bah, après cette semaine, quand c'est passé, ce qui m'a aidée, et c'est là où je me dis, mais on a beau être préparé, j'avais peur que mon allaitement il s'arrête. Et depuis la grossesse, j'ai pas arrêté de me répéter, si l'allaitement s'arrête, c'est pas grave.
j'aurais au moins essayé. Mais là, de m'imaginer devoir arrêter, c'était une catastrophe pour moi. Je J'arrivais connais très bien ça. Et j'ai dû me faire un travail sur moi-même parce que mon mari avait les 2 semaines de congé paternité et il a pris encore 2 semaines de vacances. Donc en gros, il est resté un mois avec moi. Et Cool. pendant cette semaine d'engorgement, ce qui m'a aidée, je pense qu'il y a une part vraiment psychologique parce que l'engorgement s'est résorbé à partir du moment où j'ai lâché prise en me disant le jour, enfin quand mon mari reprendra le travail, je veux que ça roule, c'est-à-dire soit l'allaitement va mieux et c'est bon, soit j'arrête et je donne le biberon parce que je peux pas continuer comme ça si j'ai pas le soutien de mon mari au quotidien, enfin à côté de moi quoi, en permanence. Et le fait de me dire ça, de me dire ok dans un mois quoi qu'il arrive ça ira, pouf, Ça a été mieux. C'est fou quand même, hein. Et oui, juste ne pas se mettre la pression quoi. Mais on a beau se le dire, on a beau le savoir, quand on le vit c'est tellement dur. C'est différent, ouais. Ouais, vraiment. Et puis du coup, Des fois, c'est viscéral. ouais, mais c'est ça, clairement. Pourtant, l'allaitement, pour moi, c'est pas un truc idéologique, je veux dire. Et pourtant, j'avais tellement envie de ça que j'avais de la peine à me dire que ça allait s'arrêter, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai un bébé qui s'exprime beaucoup. Eh ben oui, elle en a des choses à dire. Mais ouais. Mais elle a bien raison. Bon, oui, complètement. C'est important de s'exprimer. Et ma sage-femme, du coup, après que l'engagement soit passé, tout allait bien. Moi, j'étais de nouveau sereine. Ma cicatrice était bien. Du coup, la seule chose qui peinait encore, c'était l'allaitement parce que je devais quand même mettre la tétrelle et tout ça. Puis je me disais que j'aimerais bien essayer sans. Et c'est là où je trouve qu'elle est exceptionnelle, ma sage-femme, parce qu'elle est consciente de ses limites. Puis elle m'a dit, mais écoute, moi, au niveau de l'allaitement, je peux pas t'aider. Alors, si tu veux, tu peux changer de sage-femme, en trouver une qui est plus formée au niveau de l'allaitement, qui est plus près aussi, parce qu'elle, il lui fallait à chaque fois 40 minutes pour venir. Et puis du coup, je me suis dit que c'était le bon deal. Alors, je suis allée chez une conseillère. Enfin, on a 3 séances gratuites au centre de lactation en fait. Enfin, et c'est des conseillères en lactation diplômées qui nous aident. C'est génial. Ouais, ça aussi c'est hyper cool. Souvent c'est 3. Il y a pour si on a un problème, il y a pour mettre en place. Puis quand on prend le travail par exemple, où ils sont là pour nous aider. Et puis du coup, je suis allée chez eux et je leur ai demandé si j'avais une sage-femme à me conseiller qui sait aussi un peu donner des conseils au niveau de l'allaitement. Ils m'en ont trouvé une, donc j'ai aussi trouvé très chouette qu'ils fassent cet effort de chercher pour moi et tout. Puis à partir de là, on a trouvé une sage-femme, puis elle a pu m'aider pour l'allaitement et petit à petit, j'ai pu enlever j'ai pu enlever la tétrelle une fois, une nuit comme ça, je me suis dit allez j'essaye. Et puis, elle a accepté. Mais c'était grâce, elle m'avait donné plusieurs conseils et tout, qu'elle fasse une sorte de la grande bouche, petite bouche. J'ai fait une séance d'ostéopathie aussi. Et puis après, ça a roulé, quoi, tout seul. Donc, ouais, j'ai vraiment été super bien accompagnée parce que j'ai vu qu'au final, tout est bien allé, en fait. Et donc, l'allaitement, c'est peut-être le truc, du coup, qui s'est passé comme je voulais maintenant, on va dire. C'est-à-dire, j'arrive sans problème où je veux, quand je veux. Et ça, c'était le truc que je voulais. Puis c'est la seule chose. Des petits rebondissements au début, mais maintenant, ça roule. C'est ça, exact. Chouette. Alors, dans ce que tu disais, en mars, tu voulais allaiter, ça c'est bon. Accoucher à la maison, bon, ça, un petit peu loupé, mais c'est pas grave. Voilà. Tant que tu l'as bien vécu, c'est le principal. Tu voulais aussi cododoter. Oui, alors ça c'est rigolo aussi. Alors, j'ai un lit cododo qu'on a mis à côté d'une autre. C'est clair que au début c'est genre méga pratique parce qu'elle se réveille, je la mets au sein, puis après je la repose. Sauf que de toute façon je pouvais pas me rendormir tout de suite après parce que quand je la mets à un sein, j'ai l'autre qui coule de ouf. Donc j'ai un recueil lait, donc à chaque fois je dois me lever, aller mettre le lait au frigo avant de me recoucher. Donc de toute façon je devais me lever. Mais quand même au début je trouvais... Oh, je croyais que c'était bon. Oui c'est bon. Mais
c'est quand même vachement pratique. Et puis au début, on est complètement gaga. Alors, avant de dormir, on la regarde pendant je sais pas combien de temps, on la regarde dormir. Enfin, donc. Et puis de temps en temps, je dormais avec elle aussi, vraiment avec elle dans le même lit. Puis ça, c'est quand je sentais qu'elle en avait besoin ou quand moi j'en avais besoin aussi. Parce que, on va pas se mentir, des fois, c'est plus la maman qui a envie que. Et puis, moi, je me voyais aussi faire ça pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle puisse d'elle-même me dire qu'elle veut plus, blablabla. Sauf que là, ça fait 3-4 jours qu'elle dort dans sa chambre. Ah, Et en fait, ça lui finalement. change Elle a que quel dalle à âge sa déjà, vie, là? en fait. Hein? Elle a quel âge, là, premier net? Elle aura 4 mois le premier. Ok. Mais ça change que dalle à sa vie en fait, parce qu'au final, quand on l'a couchée dans notre chambre, bon, on n'allait de toute façon pas dormir en même temps qu'elle, donc elle était de toute façon toute seule aussi dans notre chambre. Puis après, quand elle pleurait parce qu'elle avait faim, je me réveillais puis je la nourrissais. Et là, je fais exactement la même chose en fait, sauf qu'elle est juste pas à côté, donc il y a 10 secondes en plus le temps d'aller jusqu'à la chambre, quoi. Donc, Ouais. C'est sûr que si du coup, de toute façon, tu dois te lever, ça c'est change ça. pas grand-chose. C'est ça, donc moi ça me change pas grand chose, mis à part que je dors quand même mieux au final, parce que je suis moins en hypervigilance vu qu'elle est plus à côté de moi. Ouais. Et puis elle, mais vraiment ça lui change rien du tout. Tant Donc, mieux. Du coup, ouais, alors clairement, et puis de temps en temps, la journée j'aime bien quand moi je suis fatiguée aussi, puis que je profite de dormir quand elle dort, là des fois j'aime bien la prendre vers moi, puis je pense qu'elle est contente aussi, mais maintenant c'est pour la journée quoi. Oui, ouais, c'est juste pour les siestes. C'est ça. Bon, après, Et ça fait 3-4 jours, oui, comme alors tu après disais. on verra, mais j'ai même l'impression que ça lui convient mieux parce que pour l'instant, j'ai aucun problème à l'endormir et même j'ai même l'impression que des fois elle le réclame parce que des fois elle pleure, je la pose dans son berceau, elle s'arrête direct et puis elle est toute contente, puis elle s'endort paisiblement. Donc Oh, la chance. ouais, j'espère que ça va continuer comme ça, mais je crois que c'est un bébé qui observe beaucoup. Il regarde beaucoup et je pense que ça doit lui demander beaucoup d'énergie et donc elle est contente de pouvoir se reposer après. J'ai l'impression. Mais il y a des bébés comme ça qui sont mieux seuls dans leur chambre qu'avec leurs parents. Il y a des couples aussi parents-bébés qui se gênent mutuellement la nuit. Oui, Ça arrive et puis comme d'hab, il n'y a pas de recette magique en fait. c'est ça, Chaque bébé est différent, chaque couple parent-bébé est différent. c'est ça. Donc je pensais vraiment pas arrêter le cododo tantôt et finalement ça nous convient en fait à nous trois. Donc voilà. Après il y avait aussi l'idée du portage. Alors moi je m'étais dit que ça servait à rien d'acheter une poussette parce que de toute façon je portais et tout. Je pense que Non, mais t'avais parlé des maux de dos aussi que tu avais. ah oui. Alors pour l'instant je peux la porter, il n'y a pas de souci. Même en sling qui est asymétrique, je fais une fois sur une épaule, une fois sur l'autre. Donc le portage, ça continue, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai quand même acheté une poussette. C'est plus pratique des fois quand même. Genre quand on va au restaurant, par exemple. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc moi qui ne pensais pas en acheter une tout de suite, là, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Enfin, c'était sur un groupe de dons et puis, enfin voilà. Mais donc en fait, elle a quand même une poussette finalement. Et puis niveau portage, au début, j'avais essayé l'écharpe, je l'ai abandonnée un moment. Et je l'ai reprise maintenant parce que j'ai l'impression que maintenant elle aime mieux, alors qu'avant elle aimait pas, elle préférait le préformé ou le sling. Et puis récemment, j'ai remarqué qu'elle avait envie de voir le monde. Mais je m'interdisais de la porter face au monde parce que j'avais lu partout que c'était pas physio, que c'était pas bien et tout. Et du coup, je suis là, non, mais je vais quand même pas faire ça. Mais à force, c'était soit ça, soit la poussette. Parce qu'elle n'aimait plus être portée contre moi. Parce qu'elle se cambrait, limite elle se mettait la tête en arrière pour pouvoir voir devant elle. Et la poussette, ça lui permettait de voir le ciel. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, puis du coup, je voulais pas, parce que je me disais que c'était pas bien et tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais je la porte plus en fait. Alors j'ai fait le pas, j'ai vu qu'il existait un nœud. Après j'ai demandé à ma maîtrise de portage. Puis là aussi elle est géniale parce que elle m'a pas dit oh, non il faut surtout pas. Elle m'a fait la liste de. Elle a dit si tu peux c'est mieux de la porter dans le dos, sinon sur le côté. Puis si vraiment oui si tu veux faire face au monde il y a tel et tel nœud. Et puis donc c'était cool parce qu'elle m'a simplement donné. Elle a simplement répondu à ma question en fait.
Ça, c'est chouette. Ouais, vraiment. Et puis du coup, maintenant, je la porte face au monde et elle vit sa meilleure vie. Par contre, et c'est là que je me dis, bon, ça c'est très moi, j'ai extrêmement peur de regarder les autres. Et du coup, quand je me balade dans la rue, je me dis, oh, si ça se trouve, il y a des parents pro-portage qui me voient comme ça, puis qui me jugent et tout. Alors après, je le fais quand même, je m'empêche pas de le faire, mais dans un coin de ma tête, il y a cette petite voix là qui me dit, les gens ils te jugent, enfin bon, voilà quoi. Et ben cette petite voix, tu lui dis, on s'en fout total. Oui, le pire, c'est que les seules remarques que j'ai eues, c'est des remarques positives qui me disaient oh, mais c'est trop bien de la porter comme ça, elle me fait des grands sourires, c'est trop beau et tout. Donc C'est voilà. chouette. Mais il m'a fallu le cap du non, bah zut, moi je connais mon bébé, elle a besoin de ça, et tant pis ce que les gens disent en fait. C'est ce que j'ai vu sur internet, enfin voilà quoi. Oui, c'est toujours un peu compliqué aussi de se détacher de ça. Hein. Je te dis ça, hein, mais moi, c'est parce que j'ai cheminé énormément aussi pour pouvoir me dire, bah écoute, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, moi, j'en ai rien à faire. C'est ça. Mais à 3 à 4 mois postpartum, bon, on pouvait pas sortir. On était en plein confinement, mais mais à part ça, j'en étais pas à cette étape-là, on va dire. Ouais, alors... Je comprends. Ouais, ça vient petit à petit, mais je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance en fait, parce que avec tout ce qui est arrivé, c'est ce que je dis, ok, l'accouchement n'était pas idéal. Oui, en soi, c'est horrible quand on est séparé de son bébé et tout. Mais le personnel médical était tellement bienveillant et je suis tellement bien entourée. Et ça aussi, je trouve que je suis vraiment très reconnaissante d'habiter dans le pays dans lequel j'habite parce qu'après la naissance, on n'est pas laissé comme ça, on est hyper bien accompagné. Et du coup, je ne l'ai pas si mal vécu que ça. Vraiment pas. Et ça, je reconnais que c'est vraiment une chance. Pour dire, là où j'habite, on a un centre de puériculture où on peut aller quand on veut. On peut prendre rendez-vous comme on veut avec des professionnels de puériculture, je sais pas comment on appelle. Et c'est gratuit jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Ça, c'est génial. C'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué dans l'épisode avec Stéphanie. Je sais pas si tu l'as écouté. Mais oui, il y a un vrai... il y a une grosse différence entre la France et la Suisse, c'est bien l'accompagnement en postpartum. Oui. Et ce qui est disponible pour aider. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence entre le taux de dépression postpartum entre la Suisse et la France. Parce que, bizarrement, quand on accompagne les mères... Ah, c'est étrange. Étrange, vraiment. Ah. Quand elles se sentent pas seules au monde, elles vont mieux. Bah, mince alors. Aurait-on mis le doigt sur un scoop? Voilà. Ouais. Et donc le portage, ça se passe quand même à peu près comme je pensais. Et oui, des fois j'ai quand même un peu mal au dos, mais j'ai repris mes séances de physio parce que c'est pas que lié au portage, hein, vu que j'ai des problèmes de dos de base. Mais au final, entre pousser une poussette ou porter mon bébé, ça me fait mal à différents endroits. Donc au final, autant porter quoi. Et alors, là, on a checké tous les points que tu avais projetés. J'ai une autre question un peu plus globale. Est-ce que tu t'attendais à ça? Toi qui t'étais tant projetée dans ce postpartum, est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus merveilleux? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que... comment... Par rapport à ce à quoi tu t'attendais, c'est comment? C'est bizarre, mais je dirais les deux. Non, c'est pas bizarre. Moi, franchement, je m'attendais à faire une dépression du postpartum. Bon, elle a que 4 mois, hein. Ça peut encore arriver, mais j'espère pas. Parce que justement, j'avais tous les antécédents pour, et puis à la maternité, ils nous font remplir un questionnaire, et puis j'avais demandé à voir une psy aussi pour pouvoir juste déverser en fait ce que j'avais besoin. Et en ressortant, c'était écrit que j'étais sujette et puis qu'il fallait surveiller. Et en fait, rien du tout. Depuis que je suis revenue, j'ai vu 2 fois ma psy. Une fois, c'était suite à l'engorgement où je me sentais au bout de ma vie. Puis la deuxième fois, c'est maintenant, mais c'est pour toute autre chose. Enfin, c'est quand même toujours lié une fois qu'on est maman, voilà. Mais donc, c'est pour dire que, franchement, je pensais en faire une et pour l'instant, genre pas du tout. Et puis après, je m'attendais
à bien vivre ma maternité parce que justement, j'étais préparée à toutes les éventualités et puis, enfin toutes, on va dire une bonne partie. Et je savais que j'étais bien entourée, je savais que je pouvais avoir du relais quand j'en ai besoin. Et donc ça change tout, hein. ouais, franchement pour ça, ça va bien. Et je suis très heureuse de voir que la nuit, alors elle se réveille, normal, mais elle se rendort, donc c'est pas un problème. Et ça aussi, c'est mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que je suis fatiguée, mais normal, quoi. Je suis pas au bout de ma vie. C'est chouette. Ouais. Je crois que j'avais vu ça sur un groupe Facebook. J'ai un bébé pour débutants. C'est un modèle pas très compliqué. Bah, profite. Je pense que c'est chouette. Elle pleure beaucoup, ça oui, c'est le seul truc, quoi. Ouais. Il y a eu des jours où c'était des pleurs toute la journée et vraiment c'était long. Et sinon c'est des râles, on fait tout le temps, mais c'est tout. Sinon pour le reste, franchement ça va bien. Donc ouais. Je m'attendais à ce que ça aille bien, mais pas autant. Voilà. C'est chouette, c'est génial. Et puis après, justement, je pensais que ça irait un peu mieux, c'est sur le plan, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est sur cette sensation d'être maman. Des fois, c'est encore très bizarre. Je pensais que très vite, je me ferais, puis que je serais épanouie et tout ça. Finalement, ça reste encore très flou, très abstrait. Et donc, voilà, en résumé, sur le plan concret, ça se passe mieux que ce que je pensais. Puis sur le plan très abstrait, ça se passe un peu moins bien que ce que je pensais. Oui. Après, être mère, c'est pas être juste mère de son enfant, c'est un statut social, c'est toute une construction qui peut être très longue à comment dire. Je vais pas y arriver. C'est mort. Là, c'est le SNU qui arrive très tôt dans la grossesse. Hein. à concevoir et à... Ah bah je vais pas trouver le mot que je cherche, c'est pas grave. Enfin, toi ça te crée un manque, le fait de pas te rendre compte encore, de pas réaliser ça. Ça me fait bizarre, on va dire. Parce que je pense que j'idéalisais un peu cette relation. Et moi, je pensais que je serais quelqu'un d'hyper maternante, hyper dans un cocon et tout ça. Et en fait, je ressemble beaucoup plus à ma maman que ce que je pensais. C'est-à-dire que ça me gêne pas quand elle passe de bras en bras. Et ça, je pensais que c'était le truc que je pourrais pas faire. Et en fait... Et puis, elle passe de bras en bras sans problème et tout ça. Et du coup, des fois, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment si attachée que ça? Parce que quand elle est dans les bras de quelqu'un d'autre puis que je la vois pas pendant un moment, ça me va bien, enfin tout ça. Donc ça me fait poser des questions, mais en même temps je sais qu'en fait je l'aime quand même tout plein, puis il n'y a pas de souci, et puis je suis très contente de la récupérer une fois qu'on me la rend, donc au final c'est ok quoi, mais c'est bizarre. Je ne me reconnais pas là-dedans parce que je ne m'attendais pas à être comme ça. Oui, d'accord, je comprends. Donc, je Après c'est le début, il faut aussi que tu apprennes, je dis faut que, attention, hein, avec toutes les pincettes du monde, mais tu as aussi tout cet apprentissage de quelle mère tu es vraiment à faire. Oui, c'est ça. En fait, encore autre chose, je trouve. J'apprends à connaître ma fille, puis j'apprends à me connaître moi en tant que mère. Un double apprentissage et je m'attendais à en avoir qu'un, en fait, c'est ça. Ouais, tu t'attendais pas à celui-là. C'est important d'en parler alors, c'est cool qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. C'est tellement abstrait en même temps. Mais c'est ça. C'est ça. C'est que c'est pas apprendre à être maman, c'est apprendre à se connaître soi en tant que mère. Et ça, c'est très bizarre. Mais c'est intéressant. Si on essaie de regarder ça d'un point de vue extérieur un peu, c'est très intéressant. Ah, on en apprend beaucoup sur soi. Alors vraiment. Je me suis trouvé des ressources que je pensais pas avoir. Et puis des choses que je pensais être des faiblesses, je me rends compte qu'en fait je suis plus forte que ce que je pensais. Vraiment. ça c'est chouette. Plaisir, en fait. Bah oui, tu m'étonnes. On t'a un petit peu répondu déjà, mais je vais quand même te poser la question. Comment toi tu vas? Ça va bien. Clairement, je trouve que ça va bien. Je suis très contente et très reconnaissante de ça. C'est chouette.
C'est trop chouette. Ouais, je m'en rends compte Et que c'est ben, possible, en fait. en fait, je me rends compte que limite, on pourrait faire une 3e partie dans 2 ans. Mais au pire, on fera un épisode 2. C'est ça. Mais parce que sinon, il va jamais sortir cet épisode et il va faire 8 heures. Oui. C'est vrai. Mais je trouve ça... Je te remercie pour cette idée que tu m'as soumise parce que faire avant et après, c'est hyper intéressant. La différence entre ce que tu projettes et ce qui se passe réellement. Ouais. T'as forcément pas la même vision quand tu racontes avec le recul que quand t'es vraiment dedans comme on l'a fait aujourd'hui. Donc merci pour ça, merci pour cette idée. C'est vraiment chouette. Avec plaisir. Évidemment, tu ne vas pas couper à ma question de fin. L'avantage, c'est que maintenant, tu attends de préparer. Mais oui. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Moi, je pense que ça serait au niveau de la communication. Qu'on nous apprenne à communiquer entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux si on savait dire les choses avec bienveillance. Oh là. Et si on savait communiquer. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent de là. Le nombre de fois où des fois j'ai pu, on va pas dire m'engueuler, mais me fâcher avec quelqu'un parce qu'on n'avait pas la même définition dans le même mot, alors que si on avait commencé par ça, on se serait entendu. Par exemple. Souvent, les engueulades, c'est des malentendus. Hein. Pas C'est ça. toujours, mais souvent quand même. C'est ça. Donc, ouais, je pense clairement que le jour où on saura tous communiquer mieux, avec plus de bienveillance, il y aura déjà beaucoup de choses qui iront mieux, je pense. Merci beaucoup, Morgane. Eh ben, avec plaisir, merci à toi. Merci à Naya d'avoir participé à cet épisode aussi. Oui, on a des choses à dire, hein. Oh oui. Mais t'as raison, il faudra un décodeur bébé pour pouvoir interroger les bébés sur leur vécu. C'est clair. Ça serait trop chouette. C'est clair. Je te souhaite tout plein de bonheur en famille, le meilleur pour la suite. Je croise les doigts pour que tu ne subisses pas la régression du sommeil. Voilà, ouais. Et voilà. Et vraiment, je te souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite plein de bonheur tous les trois. Et puis, ben, toi aussi, bonne continuation aussi, hein. Merci beaucoup. À bientôt, Morgane. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Devenir mère n'est clairement pas une sinécure, même quand ça se passe bien, et le cheminement qui en découle est complexe et surtout différente pour chacune d'entre nous. Comme d'hab, vous me direz. Et souvent, lors des épisodes du podcast, on en parle en ayant pris un gros recul dessus. L'idée de Morgane était donc vraiment une très bonne idée. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Ça m'aiderait vraiment. Et surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!